On commence ça. Alors, on fait ça ici au Renard Bleu parce que nous, on considère qu'on est une référence au niveau du zéro déchet. C'est ça notre mission qu'on s'est fixée, c'est de réduire les déchets à petite et moyenne échelle. On ne fait pas vraiment de grande échelle parce qu'on est au niveau municipal. Si je serais multinationale, je pourrais parler de grande échelle, mais je vais plutôt parler au niveau domestique, tout ça. Comme tout le zéro déchet, l'objectif, c'est pas la perfection, l'objectif, c'est la progression. Être zéro déchet, ça veut dire faire des efforts qui sont conscients pour réduire la quantité de déchets qu'on produit. La conférence, ça se passe en 3 parties. On va d'abord parler de c'est quoi un déchet, c'est quoi le zéro déchet. On va parler des choses qui vont mal, On va aussi se donner beaucoup de trucs pour aider à ce que les choses aillent mieux. Il y a une petite vidéo comme à peu près vers le 2/3 de la conférence qui permet comme de moi prendre une gorgée d'eau et ainsi de suite. Puis c'est comme ça que ça se passe. À la fin, j'ai toujours un petit temps pour les questions. Ça se passe assez bien en général. Le zéro déchet, d'abord, à quoi ça sert dans la vie? Ça sert à réduire son impact au niveau de la planète, au niveau de notre environnement. Moi, je n'ai pas de petits objectifs. Le zéro déchet, ce qu'on veut, c'est sauver le monde, carrément. Hein? On n'a pas de petits défis dans la vie. Le zéro déchet, c'est souvent associé à un mode de vie qui est plus sain, à une alimentation de meilleure qualité, à moins de burgers chez McDo, plus de fruits et légumes frais bio locaux, et ainsi de suite. Donc, c'est souvent associé à ça. Puis, c'est quelque chose qui est extrêmement communautaire, le zéro déchet. Ça, c'est comme quelque chose qui arrive comme par la bande du zéro déchet, que ça crée un fort sentiment de communauté. On va en parler un petit peu plus vers la fin de ça. C'est sûr que dans la vie, il y a des gens, moi je les appelle les Steve, qui n'ont absolument aucun intérêt pour le zéro déchet, ni de près, ni de loin. Et ces gens-là, des fois, on peut les intéresser à réduire leur empreinte par d'autres manières. Le zéro déchet, si on n'a aucun intérêt pour la planète, on peut par contre être intéressé par les do-it-yourself, qui sont amusants, qui sont plaisants, qui ont des choses à apprendre là-dedans. Les gens sont souvent intéressés par l'aspect économique du zéro déchet. Ça fait sauver beaucoup de sous. Fait que des fois, les gens qui le feront pas pour le bien-être d'autrui, le feront pas pour l'avenir, le feront pas pour les déchets, vont des fois le faire pour des raisons monétaires, organisationnelles. Fait que des fois, il y a d'autres solutions pour pouvoir aider les gens avec leur zéro déchet. Et là, on va se parler de choses qui ne vont pas bien. Je ne vous montrerai pas de photos choquantes d'affaires comme ça. Je crois juste pas à ça. Je crois pas qu'en montrant des affaires traumatisantes, ça vous aide à faire un meilleur zéro déchet. Comme vous voyez, c'est l'enfer, virer les pages, hein, tu sais. Désolée. Ça fait partie du peu d'action dans notre conférence. En ce moment, ça va mal. Le consommateur moyen nord-américain, donc nous, les gens en Europe, tout ça, on fait notre poids en déchets par mois. Ça veut dire que si je pèse 100 kilos, je fais dans le fond 100 kilos de déchets par mois. Et là, dans le fond, quand on parle de déchets, c'est pas juste des déchets que je peux voir. Les gens, dans le fond, imaginent beaucoup ce que je vois dans ma poubelle. Ils pensent ce que je vais mettre au vidange, ce que je mets au recyclage. Mais il y a beaucoup d'autres déchets qu'on ne voit pas. Par exemple, quand j'ai fait construire ma maison, il y a des déchets qui ont été produits pendant la construction, puis un peu comme il y a des déchets, un peu genre une hypothèque de déchets. C'est que l'impact de ma maison va, dans le fond, s'échelonner sur plusieurs années. L'impact des matériaux de construction, l'impact des minerais utilisés, l'impact des travailleurs. C'est un peu comme une forme d'hypothèque de déchets. Fait que ma voiture, quand je pense voiture, les gens pensent déchets avec la distance de route qu'ils font, qui est un déchet visible, l'essence, le monoxyde de carbone qui s'échappe. Mais la construction de ma voiture est aussi une forme de déchet. Fait que quand, dans le fond, on parle de faire son poids en déchets par mois, c'est pas de peser son sac de poubelle. C'est, dans le fond, de peser son sac de poubelle, mais les déchets invisibles, comme, mettons, l'impact de nos vêtements, l'impact des choses qu'on va moins voir. Ici, par exemple, on va beaucoup plus parler de déchets qui sont physiques, parce que c'est plus facile à cibler. Sinon, c'est un peu dans l'abstrait. Donc, on va beaucoup plus parler de ça. Alors, cette année, la triste date du dépassement, ça a été le 29 juillet. Moi, c'est quelque chose qui me fait toujours beaucoup de peine d'en parler, parce que ce que ça signifie, c'est qu'on avait utilisé toutes les ressources qui étaient disponibles pour l'année le 29 juillet. Ça veut dire que le 30 juillet, le 31, le mois d'août, le mois de septembre, aujourd'hui on est comme le 14 septembre, toutes les ressources que j'ai consommées en tant qu'humain,
l'air que j'ai respiré, le bois, la nourriture que j'ai mangée, l'eau potable, c'était des ressources qui étaient destinées à mes enfants, à leurs enfants. Ça veut dire qu'on a bouffé les ressources des générations futures. Fait que donc, ça va assez mal. J'ai toujours de la misère à en parler, c'est vraiment un sujet qui est sensible. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le problème? Les gens, dans le fond, ils ne voient pas qu'ils dépassent les ressources parce qu'il y en a encore. C'est un peu comme si j'ai une forêt de 1000 arbres. Puis dans ma forêt, il pousse 100 arbres par année. Donc, il y a des arbres qui se renouvellent à tous les ans, mais moi, j'en coupe 150. Ça ne prend pas des gros mathématiques pour savoir que je vais avoir un problème assez vite. Mais tant qu'il me reste 850 arbres, je ne vois pas le problème, il en reste plein. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. On ne voit pas le problème, il en reste ça. On va voir le problème quand il va rester juste un arbre, qu'on ne pourra même pas combler nos besoins de l'année. Là, ce qu'on veut faire, c'est pas dans le fond faire absolument aucun déchet personne. Ce qu'on veut, c'est aller faire une quantité de déchets qu'on peut renouveler par année. Ça veut dire qu'au lieu, mettons, d'être à 100 là, on est comme à 150 de déchets par rapport à notre capacité. Tandis que si au lieu d'abattre 150 arbres, j'abattrais 80 arbres, je pourrais faire des économies d'arbres, puis renflouer ma forêt pour les générations futures. Je pourrais payer leurs dettes. Moi, dans le fond, j'ouvre le champagne. Si, à un moment donné, on se rend à 100 arbres d'abattus, 100 arbres de poussés, l'équilibre. OK, on s'entend qu'on a pareil une grosse dette, mais au moins, on va avoir atteint l'équilibre. Donc, il faut avoir des objectifs qui sont réalistes. Le dépassement, ça a commencé en 1986, l'année que je suis née. Depuis 1986, on a à chaque année brûlé plus de gaz qu'on avait. On a donc accumulé 33 quelques années de dettes environnementales. Ça veut donc dire que les générations futures, eux autres, sont très hypothéquées par ce que nous, on a fait personnellement, parce que moi, j'étais vivante tout ce temps-là, donc j'ai ma part à jouer là-dedans. Vous allez voir que j'ai en masse joué ma part là-dedans. Et les gens avant nous aussi, donc mes parents, leurs parents ont contribué à ce mode de vie-là. Donc en ce moment, on a tous un impact là-dessus. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que le jour du dépassement a ralenti depuis les années 2000, à part une année où que ça a vraiment comme dépassé puis c'est revenu stable. Fait qu'on peut voir que ça l'a ralenti. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on fait a un impact. L'an dernier, c'était le 1er août. Là, on était le 29 juillet. Donc, au lieu, mettons, de gagner une semaine par an, on va, dans le fond, juste perdre quelques jours. Fait que c'est sûr que ça va un peu de moins en moins pire. On a quand même on augmente notre dette à tous les ans. Mais au lieu d'augmenter notre dette de 100 000 je viens d'augmenter de 10 000. Il faut voir qu'il y a un impact sur ce qu'on fait. Moi, mon objectif, c'est l'an prochain, si c'est le 29 juillet, encore le dépassement, j'ouvre le champagne. Si jamais l'an prochain, le dépassement est le 30 juillet, donc on a regagné une plus petite dette, j'ouvre 3 bouteilles de champagne, je pitche ça dehors, n'importe quoi. Tu sais, c'est ça. Je ne sais pas si de mon vivant, je vais voir un positif. Ça prendrait probablement des grands changements pour que de mon vivant, je vois qu'on soit rendu dans le positif, que les gens, mettons, soient rendus à 80 de déchets, des choses comme ça. Là, l'affaire, c'est que comme tout le monde est impliqué là-dedans, ça implique absolument tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui sont intéressés de le faire. Là, ce qu'on veut faire dans la vie, c'est que tout le monde devrait faire un peu de changement dans leurs habitudes pour pouvoir se rendre à une quantité de déchets qui ne dépasse pas la capacité annuelle planétaire, mais il faut le faire de la bonne manière. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui essaient d'attirer des mouches avec un coup de pelle dans le front. Ce n'est pas la méthode la plus efficace. Si, par exemple, je vois quelqu'un avec un café, McDonald's et une paille en plastique, puis que j'arrive en disant « Sais-tu combien de tortues vont crever à cause de ta paille? » Je l'ai échappé, cette personne-là. Cette personne-là n'est pas du tout intéressante à parler de zéro déchet. Elle n'a pas le goût d'entendre parler de ça. Si je viens, dans le fond, de perdre ma personne. Alors que ce que j'aurais pu faire, c'est prendre, dans le fond, comme, mettons, paille de métal dans une tasse réutilisable. C'est parfait. J'aurais pu avoir ma belle paille de métal, puis lui dire « T'as-tu vu comment elle est belle, ma paille de métal, puis qu'elle est cool? Et ça veut dire qu'elle est sans danger pour les tortues? » Ma personne, ce qu'elle aurait fait, elle aurait dit « Si ta paille est sans danger pour les tortues, est-ce que ça veut dire que... » Puis là, il serait passé tout un mécanisme de réflexion qui aurait dit « Ah, ma paille est dangereuse pour les tortues. » La personne aurait fait de la réflexion elle-même, puis là, elle se serait dit « Moi, mais j'ai rien contre les tortues. » Tu sais, j'ai rien contre les tortues, je leur veux pas de tort. Fait que c'est des choses qui vont aider à ce que la personne fasse ça d'elle-même. Parce que pour les gens, quand tu leur dis « Ta paille est dangereuse pour les tortues », ils sont comme genre « De quoi tu passes? » C'est pas comme s'ils battaient la tortue avec une paille. Tu sais, c'est dur, c'est
lien qui est loin à faire. C'est qu'eux, dans le fond, ne réalisent pas que leur paille se ramasse dans la déchetterie. Ça s'en va dans la déchetterie, dans la montagne de déchets. Ça part au vent parce que ça se ramasse dans la nature. Ça ressemble à telle affaire que les tortues mangent, les tortues les mangent, ça se pogne dans leurs poumons et les tortues meurent. C'est des choses comme ça qui vont arriver, mais c'est loin dans l'imaginaire des gens, c'est pas immédiat. Fait que c'est sûr que comme ils peuvent pas voir ce que ça fait, c'est dur à comprendre dans ce temps-là comme mode de vie. Donc, il faut faire attention vraiment à notre attitude. On va en parler un petit peu plus tard au niveau en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire. Quand je te mets un petit astérix, c'est parce que plus tard, je t'en parle en détail de ça. C'est sûr que tu peux regarder c'est quoi ton empreinte sur earthday.com. Il y en a d'autres. C'est intéressant d'en faire plusieurs parce qu'il y en a certains qui sont centrés sur l'alimentation. D'autres sont centrés sur les transports. D'autres sont très généralistes. C'est sûr que tu peux avoir un score différent selon le calculateur que tu prends pour ça. Donc là, des exemples de déchets. Honnêtement, tout est un déchet. Tout. Tu le regardes, c'est un déchet. Ça dépend si c'est utile ou pas utile. La nourriture dans mon bedon, pas un déchet, je m'en suis servi. Les espadrilles que je mets tous les jours, pas un déchet, je m'en sers. Mes 8 paires de chaussures noires ridiculement identiques, des déchets. C'est de voir ce qui est utile et ce qui est non utile. C'est sûr que dans les exemples de surconsommation ou de déchets, à pratiquement tout, le transport, la surconsommation d'objets, l'électronique, l'énergie. Dans mon jeune temps, c'était beaucoup fermer les lumières pour économiser de l'énergie. Maintenant, on parle de déchets beaucoup plus physiques que ça. L'achat qui est non local et l'achat en ligne, quand on pense, on est sur la Côte-Nord ici, donc ça nous touche particulièrement. Quand il y a 750 petits colis venant de la Chine dans un emballage de plastique qui partent dans 750 directions différentes, dans 750 camions, ça crée beaucoup plus de déchets que si, par exemple, Walmart en fait venir un camion plein, un camion dans une seule caisse, un seul transport. Fait que, ça, c'est des choses qui vont faire des déchets. De plus qu'on n'imaginera pas énormément. Le gaspillage alimentaire et les choix alimentaires, les lunchs, les cafés pour emporter. Par exemple, on peut se féliciter que les pères sont en train d'être éliminés dans les Tim Hortons, ils ont changé leur couvercle pour permettre d'avoir des boissons. C'est le fun. Il y a vraiment des compagnies qui font des choses plaisantes pour nous offrir des options, comprenant que les gens ici veulent une paille, veulent prendre leur café sur la route, mais que ça prend des options éco-responsables. Donc, il y a des changements qui se font là-dessus. Les cosmétiques, l'eau, l'emballage, qui est comme pour moi une guerre personnelle au niveau de l'emballage, les produits nettoyants, les vêtements, les loisirs et les sports. Certains sports sont plus polluants que d'autres. Ça va dépendre de ce que tu fais comme sport, puis autres, tu as vraiment comme... C'est illimité, les déchets qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire nos déchets? Là, je vais avoir mon petit guide pour vous. D'abord, il faut cibler ces déchets honnêtement. Et ça, c'est pas facile. Moi, tout à l'heure, je vous parlais que j'avais fait amplement ma part côté déchets. Moi, j'avais 3 vices. Là, j'en ai 2, je vais donner 2 tout de suite. 3 vices en particulier. Le gaspillage alimentaire. J'achète de la nourriture que je n'avais pas l'intention de manger pour me donner bonne conscience. Je ne mange pas de salade de quinoa. Je ne mange pas, dans le fond, de pétante à gosse bio, dans des choses comme ça. Sauf que j'allais m'acheter, mettons, du kale, des choses comme ça que je ne consomme pas pour me donner bonne conscience parce que c'est santé, puis ça pourrissait dans l'armoire ensuite. J'allais me prendre une poutine à la place. C'est comme ça. Fait que j'achetais de la nourriture pour me donner bonne conscience, en me disant que j'allais manger santé, mais ça ne correspondait pas du tout à la réalité de ce que je mangeais. Je faisais beaucoup de gaspillage alimentaire, beaucoup aussi de levage de nez, de ce reste-là plus de 24 heures. Alors que c'est encore tout à fait comestible et très bon. Vraiment comme des caprices. Fait que je faisais beaucoup de gaspillage alimentaire. J'étais aussi terrible au niveau des cosmétiques. Ça, je vous en parle plus tard. Et au niveau des vêtements. Alors, moi, dans le fond, les 750 colis qui partaient de Chine, ils allaient tous chez nous. C'est ça la réalité. Il y a beaucoup d'enfants en Chine et en Inde qui ont travaillé enchaînés sur des machines pour me faire des chandails qui ont déchiré après 2 fois. Là, en ce moment, ce que je porte fait partie de la présentation. Parce que je n'ai pas acheté de vêtements neufs en dedans de 5 ans. En 2018, j'ai acheté des sous-vêtements difficilement achetables usagés, une paire d'espadrilles puis une paire de bonnes nylons au mois de décembre. C'est tout. J'ai rien eu besoin d'autre. Mes bottes ont été données à quelqu'un qui ne les portait pas. Mes bas, alors mes bas, eux autres, sont fabuleux. Je pense que j'en parle spécifiquement à quelque part. Là. Je sais pas. En tout cas, je pense que j'en parle spécifiquement quelque part, mais c'est pas grave quand même qu'il y ait du chevauchement. C'est une histoire extraordinaire. Alors, quand j'avais 19 ans, j'ai travaillé à l'Alcan du côté du feu
Et ils nous donnaient des vêtements de laine, des soudes pour, dans le fond, qu'on ne prenne pas feu. C'est plaisant. Et là-dedans, il y avait des bas. En quittant l'Alcan, je suis partie avec tous les bas que j'ai pu. Ils ne voulaient pas vraiment les revoir anyway, fait que, tu sais, ils me poursuivront, mais qui écoutent la conférence, que j'ai volé tous les bas que j'ai pu. Tu sais, alors, je suis donc partie avec tous les bas que j'avais utilisés pendant mes semaines-là, dont ces bas-là. Ce sont mes bas préférés. Ces bas-là, donc, je les porte depuis que j'ai 19 ans. Ça fait donc 14 ans que ces bas-là sont portés à raison d'au moins 2 à 3 fois par semaine, vu que c'est mes préférés, sans compter, mettons, les nuits, parce que c'est le fun d'avoir des bas la nuit, parce que ça garde chaud. Ils sont en parfait état. J'achète aussi des petits bas noirs qui ont des trous de vitesse après comme 2-3 fois. J'en ai parlé, j'ai fait un article de blog là-dessus avec le petit bas avec le trou. Donc, ces bas-là ont été portés autour de 1400 fois. Parce que c'est des bas de qualité. Fait que, dans le fond, ces bas-là, eux autres, qui ont été portés des années de temps, ils n'ont pas un trou, ils n'ont rien, sont en parfait état parce que c'est des bas qui valent beaucoup plus cher. Tu sais, des fois, on est trop pauvre pour être cheap. C'était comme, je pense, le slogan de ma mère, que d'avoir d'investir dans un produit qui est de qualité va te permettre de sauver énormément au niveau de l'énergie du final. Puis en plus, c'est des bas en laine, donc un matériau naturel. Pantalon, donné, je ne sais plus de qui, mais moi, les gens m'apportent beaucoup des sacs de vêtements, après ça, le reste va à la friperie. Beaucoup de vêtements de friperie aussi. Le chandail fait en Inde par un enfant il y a au moins comme 5-6 ans déjà. Fait que, tu sais, j'ai pas un vêtement sur moi qui est neuf. Dans ma garde-robe, j'ai pas un vêtement qui a moins de 5 ans ou qui n'est pas de seconde main, que ce soit de friperie ou quelqu'un qui ne le portait plus. J'ai rien de tout ça. Puis pourtant, avant, j'étais une hyper consommatrice de vêtements. Je ne vous cacherai pas que j'ai souvent envie de. De temps en temps, je me reconnecte sur ces mêmes petits sites-là, puis je magasine. Puis je mets des vêtements dans mon panier. Puis je regarde, qu'est-ce qui m'irait bien, qu'est-ce quoi que ça va faire. Puis je les mets dans le panier, puis je les achète pas. Je résiste à l'envie de faire ce magasinage-là, même si ça me tente. Même si quand je vois des étiquettes rouges, même quand je vois un 40% un free shipping, on dirait que c'est comme une dose d'adrénaline. Je refuse de faire ces achats-là, puis je trouve ça vraiment dur. Puis à chaque fois que je résiste, je suis comme fière de moi d'avoir résisté à l'envie que pratiquement tous les jours. Au début, ça me réveillait la nuit, tout en soir, d'acheter du linge, je fais en chaîne. Je l'ai pas, cette chemise-là. J'ai des vêtements à peu finir, j'ai des vêtements pour habiller la ville, parce que j'ai vraiment des vêtements d'accumul depuis ce temps-là. Donc, c'est possible de faire des changements. C'est pas parce que tu n'es pas né parfait, tu n'es pas né zéro déchet que tu ne peux pas changer complètement la donne à ce niveau-là. Donc, tu sais, c'est en même temps un bon exemple que c'est possible de changer. Puis, moi, mettons, je me sers du fait que j'étais une hyper consommatrice pour parler que c'est possible de faire les choses différemment, mais je ne te dis pas que c'est facile. Je te dis, par exemple, qu'il faut cibler c'est quoi ces vrais déchets. Donc, moi, mes déchets, honnêtement, c'était ceux-là. Parce que si je fais à croire que mon déchet, c'est que je fais trop de transport, c'est pas vrai. Il faut que je cible mes déchets. Ça fait comme un petit examen de conscience. C'est quoi que je fais qui est vraiment inutile, qui nuit à la planète? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Une fois que j'ai ciblé mes déchets, il faut vraiment regarder qu'est-ce que je peux changer. Si je travaille à 50 km de distance, je ne peux pas changer mon transport. Je peux pas, j'écoute, j'irai pas à pied, je me téléporte pas, je peux pas prendre l'avion. Tu sais, ça serait pire en fait. Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que je peux réellement changer. De faire après ça des choix. Nous autres, on recommande de choisir 2 à 3 gestes, pas nécessairement plus que ça. 2-3 gestes. Pourquoi seulement 2-3? Parce qu'on veut que tu tiennes le coup. Simple comme ça. Une fois que je choisis mes gestes, je me fais des objectifs qui sont concrets et qui sont réalistes. Par exemple, si tu es un inconditionnel de ton café à tous les matins au Tim ou au McDonald's, beaucoup de gens sont comme ça, et qui sont inconditionnels de leur café. Si, par exemple, ils décident qu'ils coupent 2-3 cafés par semaine, c'est déjà énorme. C'est pas dans le fond de dire je prends plus jamais de café de ma vie puis je suis de gros nerf à la job tout le long. C'est pas du tout ça. C'est de regarder est-ce que je peux couper mon café. Fait que la personne peut-être qu'elle va dire bon ben le lundi je suis pas assez réveillée, mais du mardi au jeudi je vais faire mon café à la maison ou au travail. Puis, tranquillement pas vite, à un moment donné, ils vont faire, ils iront plus chercher le café chez Tim, ils vont en prendre juste un quand c'est des fins de semaine plus longues. Et tranquillement ils vont réduire. Il faut vraiment aller applaudir des succès. Là, mettons, taper sa tête de la personne qui prend encore une fois de temps en temps un repas au McDonald's. On peut-tu féliciter pour toutes les fois? Il va pas. Tu sais, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on peut choisir des gestes, des améliorations qui sont conséquentes, puis féliciter de nos réussites. Tu par exemple, si moi, je décide que j'élimine les vêtements, ce que j'ai fait, puis de temps en temps, j'ai craqué pour un morceau de linge, ça se peut que j'aille craquer. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fait n'était pas bon. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir craqué 50 fois, j'ai craqué une fois dans mon année. Puis avant, moi, je craquais des centaines de fois. Pour des centaines de dollars.
Fait que c'était ça, dans le fond, de regarder qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je fais déjà. Faire un bilan aussi. Le bilan, ça me permet de voir, OK, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi? Est-ce que je serais capable de faire un petit peu plus? Est-ce que c'était pour moi ce défi-là? Par exemple, si le compost, ça t'écoeure, choisis autre chose. T'sais, si dans le fond, tu avais comme objectif de faire un compost, puis ça ne marche pas parce que tu as de la misère à t'organiser, parce que tu as 4-5 pieds de neige au-dessus, ça se peut que ça ne marche pas. Tu dois regarder, OK, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas fonctionné, mon défi? Puis est-ce que je recommence ce défi-là ou est-ce que j'en fais un autre parce que c'était pas pour moi? C'est correct de dire que finalement, un défi, c'était pas le mien, c'est de prendre d'autres choses. Il manque tellement pas de choix de ce que tu peux faire que tu peux choisir 1000 défis différents. Et quand tu as terminé ton défi, tu ajoutes des changements. Ça veut dire que l'année 1, tu as fait 2-3 changements. Si dans le fond, tu n'as pas à faire de modifications, tu es obtenu parfait, tu rajoutes des changements. Parce que honnêtement, ça c'est votre tableau, OK, avec les objectifs, les blancs. C'est ce que je viens juste de vous dire. On l'a déjà fait. Bon, ça c'est parti. Ouais. La personne qui est parent monoparental avec 3 enfants, donne des cours de yoga, se rend au travail à vélo, cuisine maison, vegan, bio, elle n'existe pas, cette personne-là. C'est quelqu'un qui pète ou frette après 3 semaines. Quelqu'un qui veut tout faire en même temps, fabriquer ses produits nettoyants, cuisiner, se faire un jardin de temps-pied par temps-pied pour nourrir sa famille autosuffisante en dedans de 6 mois, elle n'existe pas, cette personne-là. Right? C'est important de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Une chose qu'on voit qui est à double tranchant, c'est les gens sur Internet, comme on a souvent vu passer, la fille qu'en 5 ans de déchets, elle a un pot ça de gros maçon de ses déchets de 5 ans. Right! Ça, là, c'est à double tranchant parce qu'autant pour des gens, ça peut être motivant, autant pour des gens qui sont comme genre, mon Everest est là, je sais pas si je veux commencer, hein? Je me rendrai pas anyway, pourquoi commencer? Fait que c'est à double tranchant. Il y a des gens que ça les motive, mais la plupart des gens vont faire comme genre, ben trop élevé. Fait qu'il faut comprendre que ces personnes-là, souvent, c'est leur travail de ne pas faire de déchets, puis ils ont des facilités. Par exemple, peut-être qu'elle vit sur une ferme autosuffisante. Facilité. Peut-être qu'elle ne fait pas de déchets, mais que le conjoint ou la famille font énormément de déchets qui permet de faire, dans le fond, qui permet, elle, de la faire vivre. Pas parce qu'il n'y a rien dans ta poubelle que tu n'as pas fait de déchets. Fait que c'est certain qu'il faut vraiment regarder ça avec un grain de sel. Quels déchets sont créés, quels ne sont pas créés, puis se rappeler que ce n'est pas parce que je l'envoie au recyclage que ça ne peut pas faire un déchet. Il faut comme avoir voir un peu plus large que ça, puis pas, dans le fond, mettre les gourous du zéro déchet sur des piédestals parce que ce sont des humains, comme on est tous des humains ici. Fait que c'est vraiment important de se garder un objectif que ce n'est pas d'être inexistant au niveau déchets, c'est d'avoir une quantité de déchets qui est soutenable par la planète. Parce que tout le monde fait des déchets ici, toutes les espèces vivantes, existantes font du déchet, il y a rien que les roches qui n'en font pas. Parce que même après notre mort, on va faire une forme de déchet par la décomposition, par les gens qui viennent manger des sandwichs dans notre enterrement. Fait que, tu sais, il va y avoir des déchets qui vont continuer d'exister. Donc, c'est pas de viser le zéro, ce n'est pas possible. C'est de viser une quantité de déchets qui est vraiment, vraiment moindre que ce qu'on fait en ce moment. C'est de couper ça en deux, tout en étant capable d'avoir pareil du plaisir puis de la joie. Parce que le zéro déchet, ça se fait, si tu n'as pas de fun, tu le feras pas. Il faut que ça soit quand même plaisant. Comment faire maintenant? Dans mon jeune temps, il y avait 3 R, réduire, réutiliser, recycler. On est maintenant rendu à 5 R. Refuser, réduire, réutiliser, recycler. Et le dernier R, il n'y avait pas vraiment, beaucoup de sources donnaient différentes informations. Donc, on parle de réinventer, réparer, réformer, revaloriser, rendre à la terre qui est compost, mais avec un R pour que ça fitte. Et ce qui est important de voir, c'est que la pyramide, elle a un sens. Donc, si tu veux faire un geste, refuse. C'est vraiment la première chose. Le refus de consommation, ça emmène vraiment une réduction des déchets parce que les déchets ne sont pas créés. De refuser. Réduire, c'en est un qu'on connaît, c'est réduire l'eau potable, c'est réduire les gaspillages alimentaires, c'est vraiment de faire moins au niveau des quantités. Réutiliser, qui est très important, de donner une deuxième vie aux choses, deuxième, troisième, 10e vie aux matériaux. Un exemple, par exemple, de réutiliser, j'en ai plein sur ma table, la compagnie Saccagé utilise des vieux draps, font des mouchoirs avec. Des draps, dans le fond, qui sont déchirés, perforés, juste vieux, font des mouchoirs. 100% coton. D'ailleurs, si vous avez des vieux draps chez vous, ça prend une bonne paire de ciseaux, puis idéalement, dans le fond, une surjetteuse, mais ça prend une paire de ciseaux, puis tu as des mouchoirs. Gratuit. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qu'on peut faire au niveau de la réduction. Refuser, c'est le meilleur R.
Mais je vais t'en parler après d'avoir parlé de recyclage, parce que je l'aime, je le garde comme pour un petit peu plus tard. Ça me prend des choses motivantes là-dedans. Le recyclage, ça va mal. Le recyclage, c'est pas une solution. Le recyclage, c'est comme un plaster sur une jambe cassée. Ici, à Port-Cartier, ici, presque ici, à Port-Cartier, on a un centre de tri qui s'appelle la ressourcerie Le Phare, qui font une job fantastique au niveau du tri des déchets. Ils font vraiment un job incroyable, puis ils offrent des produits comme complémentaires, dans le fond, que le bois qu'ils défont, ils t'offrent du brincy que tu peux utiliser, ils t'offrent du compost. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font au niveau de ça. Tous les déchets à Sept-Îles et à Port-Cartier sont triés là. Moi, je suis allée à la ressourcerie Le Phare, je l'ai visité plusieurs fois, VIP, toutes sortes d'affaires. J'ai vu tout là-bas. C'est vraiment impressionnant. C'est qu'ils vident carrément le camion de recyclage et que tu as plein d'employés, des humains, avec des gants qui attrapent les choses. Donc, ils ont chacun un job. Mettons, ils attrapent le verre teinté, ils attrapent le verre transparent, ils attrapent le carton, ils attrapent le plastique de certaines sortes. Ils font ça, là. Ça va vite, là, rapidement avec des humains. Fait qu'en partant, tout ce qui est petit, direct au vidange. Si c'est cassé, vidange. Si jamais c'est des matériaux mystères, ça va aller au vidange aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réellement recyclées. Ce n'est pas par leur manque d'effort, parce ils ont une des plus belles places au Québec pour le tri des recyclages. Une des places, c'est plus sa coche. Puis pourtant, ils n'arrivent pas, dans le fond, à tout faire. C'est parce qu'ici, entre autres, le recyclage est souvent contaminé. À tous les ans, il y a une carcasse d'orignal dans un bac de recyclage. Ça contamine le bac en entier. Ça veut dire que tout le camion est contaminé. Tu ne peux pas, dans le fond, renvoyer ton papier recyclé à cascade quand il y a une jambe à travers. Tu sais, j'exagère un peu, mais ils ont souvent des contaminants, des pots de peinture, des batteries de char, toutes sortes d'affaires que le monde a pitché là. Fait qu'ils ont beaucoup, dans le fond, d'éléments qui vont des fois aller contaminer le camion en entier. Des fois, l'année passée, sur son plan, entre autres, qu'il y avait beaucoup de neige. C'était pratiquement juste la neige, le camion de recyclage. Fait que ça alourdissait beaucoup le poids. Ça rendrait vraiment leur travail difficile parce que les gens laissaient leur bac ouvert dans le vent. La neige s'accumulait là-dedans. C'est sûr qu'il s'est passé une grande crise dans le recyclage il y a quelques années où la Chine a dit qu'elle refusait maintenant le recyclage impur. Avant, on pouvait envoyer du recyclage à peu près 90 % de pureté en Chine. On ne se cachera pas qu'il y a un parallèle à envoyer notre camion à l'autre bout du monde pour qu'ils nous reviennent recycler à l'autre chose, mais en dehors de ça, ils achetaient le recyclage. Maintenant, ils ont décidé qu'ils achetaient du recyclage pur à 98-96 %, ce qui a rendu absolument toutes les déchetteries au Québec déficitaires d'un coup. Ils ne pouvaient pas, dans le fond, arriver avec des standards comme ça. Seulement les plus high-tech, comme la nôtre, étaient capables de faire d'être comme performants avec ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a investi massivement, quelque chose comme 15 milliards, là, je ne pourrais pas dire le chiffre exact, ce n'est pas mon département. Ils ont investi vraiment massivement dans les déchetteries, mais en échange, ils ont dit maintenant, tu vas vendre ton recyclage au Québec. Et le Québec paie beaucoup moins cher pour ses déchets. Par exemple, une tonne de papier qui valait 80 $ envoyée en Chine vaut 30 $ ici. Les salaires des gens n'ont pas baissé. Ils n'ont pas, dans le fond, moins de frais. Fait que, dans le fond, ça fait que toutes les compagnies sont déficitaires. Ils ont vraiment comme des croûtes à manger pour réussir à remonter la pente avec ça. By the way, si tu es curieux, sur le site du Phare, tu peux savoir où vont les déchets. Il y a des choses qui reviennent directement à cette île-ci. Tu as des choses qui vont aller, mettons, à Cascade. Tu peux avoir le nom des compagnies, qu'est-ce qui trie, puis dans quelle compagnie ça va. C'est le fun pour ça, c'est un beau petit plus qu'on a ici. Au niveau des coûts associés, je ne peux pas te dire pour cette île parce que j'habite à Port-Cartier, mais à Port-Cartier, ça coûte 250 $ par habitant pour trier nos recyclages et nos déchets. C'est quand même assez dispendieux. Fait qu'on ne se cachera pas que c'est un coût sur nos taxes, qu'on pourrait réduire si on aurait moins de déchets, en plus de faciliter leur travail à eux. Et là, moi, ce que je déplore le plus dans le recyclage, c'est l'attitude, c'est pas grave, ça se recycle, qui est extrêmement dommageable parce qu'on dit c'est pas grave, ça se recycle. On pitche tout là-dedans parce que c'est pas grave, ça se recycle. C'est que loin des yeux, loin du cœur, hein? Alors qu'on sait, quand on est un peu sensibilisé, que ce qu'on met dans notre bac de recyclage ne va pas nécessairement être transformé. On sait que c'est une grosse problématique à ce niveau-là. C'est vraiment une attitude à casser. C'est pas parce que ça se recycle que, dans le fond, je dois le consommer, ce produit-là. Le recyclage, c'est une forme de solution, mais elle est vers la fin dans votre pyramide. C'est l'avant-dernière ligne. C'est quand j'ai plus d'autres options que je pense au recyclage. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, pareil, pour recycler, transformer. Il y a beaucoup d'énergie là-dedans qui est mise. Fait que c'est sûr que ça va faire une bonne différence. Le refus. Le refus, c'est le meilleur air. C'est le air à mettre en application. Il n'y a pas d'estinage avec ça. C'est la meilleure chose que tu peux faire, c'est de refuser.
Refuser de consommer, c'est dire non à la consommation. Et en tant que client, vous avez un pouvoir monstre sur ce qui vous est offert au niveau des déchets, tout ça. Je vous donne, dans le fond, c'est sûr qu'il y a une méthode de faire. Il y a une méthode de faire, je vais vous donner un exemple au moins. L'année passée, après mon nettoyage dedans, la dentiste, mettant dans le fond un petit sac de plastique contenant une brosse à dents de plastique dans un emballage de plastique avec une petite patente de soie dentaire de plastique. Fait que j'ai dit non. Sauf que si je fais juste dire non puis que je pars, les autres ils vont dire « les brosses à dents, c'est pour ça qu'elle est là, tu sais. » Tu sais, ils ne peuvent pas deviner pourquoi je dis non. Fait que j'ai dit non, c'est trop de plastique pour moi. Là, c'est ceux qui ont patiné. C'était comme des araignées sur la glace. Parce que ça les a surpris. Sauf que je suis habituée, puis tu sais, j'ai pas dit non, t'as-tu vu le plastique que ça fait? As-tu idée de tout ce que tu fais aux arbres? En lançant tout, puis en bardassant leurs outils. J'ai pas fait ça. J'ai dit non, désolé, c'est trop de plastique pour moi. Puis là, je les réalisé avec mon plus beau sourire. J'aimerais ça si une prochaine fois, vous auriez l'option bambou. Tu sais, ça serait le fun que vous offriez le choix. Là, c'est sûr qu'ils ont un peu patiné, tout ça. Mais moi, dans le fond, je leur ai juste envoyé comme message. J'aimerais que vous ayez le choix la prochaine fois. J'ai juste comme planté l'idée. Puis je suis partie sans le lot de choses de plastique parce que c'était contraire, même si c'est gratuit, c'est contraire à mes valeurs. Puis des fois, c'est tentant, la gratuité. Moi, je te dis, ça vient me chercher des choses gratuites puis des étiquettes rouges. Tu sais, c'est des choses qui viennent me chercher en tant que consommatrice. Fait que, tu sais, j'ai refusé ça. Par exemple, j'ai planté l'idée. Ça veut dire que quand ils vont avoir fini leur caisse de brosse à dents, peut-être qu'ils vont se dire, est-ce qu'on commande moitié bambou, moitié plastique? Parce que peut-être que je ne serais pas la seule à leur dire, ah, t'as pas bambou? Ah. Peut-être que je ne serais pas la seule personne à faire la réplique. C'est important de le faire bien. Même chose quand je magasine. Si je magasine, je regarde de quoi pendant une demi-heure, puis je pars. La vendeuse, elle ne sait pas ce que je cherchais. Elle ne sait pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Tandis qu'elle peut dire, ah, je l'aime, mais je sais que ça peut se faire au Québec. Si tu l'aurais Made in Québec, je l'aurais pris. C'est comme, ah ouais, je pourrais en commander Made in Québec. Tu sais, des choses comme ça, des fois, qui vont se développer. Ils ne peuvent pas deviner qu'est-ce qu'on veut. C'est important de le verbaliser, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui fait défaut. Toujours le faire bien. Parce que c'est certain que si on renverse la table puis l'étalage, je ne suis pas sûre que ça va vraiment passer au conseil. On va dire c'est du monde fou, c'est du monde crackpot. On ne veut pas, dans le fond, de ces clients-là ici, alors qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est leur demander qu'est-ce qu'on aimerait avoir au niveau des déchets, au niveau des produits qu'on veut acheter. Et comme, dans le fond, les gens ne veulent pas perdre de vent, ils vont trouver des solutions pour nous accommoder. Ils vont le commander, ils vont le chercher, ils vont avoir une option pour le faire. Un exemple, c'est d'apporter ces plats dans les magasins pour, mettons, la boucherie, pour la boulangerie, dans les épiceries, pour la poissonnerie. Ils se l'ont tellement fait demander que maintenant, ils l'offrent à la plupart des endroits parce qu'ils se l'ont fait demander. Parce qu'à chaque fois que les gens rêvaient, peux-tu le mettre dans mon plat? Il y avait ça dans le fond, quelqu'un qui disait comme, fine, je vais le faire. Quelqu'un qui disait, je veux pas. Quand ça fait 50 fois que quelqu'un leur a demandé, je peux-tu le mettre dans mon plat? Soit ils ont une pancarte marquée non sur le mur, ou dans le fond, ils ont trouvé une solution pour le faire. C'est l'un ou l'autre. C'est soit dans le fond, ils se sont dit, ben là, écoute, moi, je le fais pas, arrête de me le demander, je suis écœurée. Ou on dit, écoute, on a trouvé une manière pour t'accommoder. Si tu regardes autour de toi, dans les nouvelles, ça, tu as vu qu'ils ont trouvé des manières pour nous accommoder pratiquement partout. Dans les métros, dans les IGA, puis les petites places le faisaient déjà. Boucherie Napoléon le faisait déjà, les poissonneries ici le faisaient déjà, parce que c'est des petites places, peut-être dans le fond, ils vont le faire, ils ne sont pas stressés, ils n'ont pas comme des grosses, beaucoup de gens formés, tout ça, c'était moins compliqué pour les petits que pour les gros. By the way, quand, mettons, tu parles à des petits commerçants au niveau des produits, tu as beaucoup plus d'impact que si, mettons, tu dis ça à la caissière du Walmart que tu veux un changement dans un produit. Tu as plus d'impact quand les places sont petites parce que tu es capable de parler souvent directement au gérant, directement au propriétaire, des choses comme ça. Fait que ça vaut plus c'est petit, plus c'est facile de demander des changements. Donc, ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ah, on arrive dans le fond de notre petite vidéo. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est un vidéo qui est de partager, c'est sympa. Partager, c'est sympa, c'est un vulgarisateur au niveau de l'écologie. Il est français, donc des fois au niveau du vocabulaire, il peut avoir comme des fois des petits accros, mais ça a bien passé autant chez les adultes que chez les jeunes à qui je l'ai montré. Et lui, dans le fond, ce qu'il va nous montrer à faire, c'est comment magasiner à travers les sols, puis un peu le ridicule de ça. Parce qu'après, on passe dans comment on va réduire nos déchets concrètement.
Fait que là, je vais voir si le son est assez... Pas fait échapper, c'est les soldes, moins 40, moins 50, moins 60%. Apparemment, ce serait le moment de se faire plaisir. Mais allons regarder ça de plus près. Tout commence par une étiquette rouge pétant attirant l'œil aussi bien que des miettes de pain attirent un pigeon. Mécaniquement, on tend le bras pour regarder l'objet du désir. S'ensuit un combat mental. À tous les coups, c'est fabriqué au Bangladesh par les petits-enfants payés 5 centimes de l'heure. Mais c'est moins 70%. En vrai, il marche encore très bien mon casque. Il faudra bien que je m'en rachète un jour ou l'autre. Alors pourquoi pas maintenant? J'ai vraiment pas de thunes. Et vu que c'est moins 50%, autant en acheter deux. C'est vachement trop petit et pas très beau en plus. Mais c'est le dernier qui reste, il faut que je l'achète. Toutes nos hésitations sont prévues et trouvent leur réponse dans un marketing rodé par les années. L'objectif, provoquer l'achat compulsif et non programmé. Baisser notre résistance à l'achat, le tout pour nous faire acheter des choses auxquelles nous n'avions pas pensé et dont nous n'avons pas besoin. Maintenant qu'on sait comment on nous pigeonne, il existe un moyen simple de reprendre le pouvoir. J'ai mis au point un petit schéma décisionnel imparable par lequel je passe avant tout nouvel achat. Si j'envisage d'acheter un truc, je commence par me demander pourquoi, et ma réponse rentre dans deux catégories. Soit j'en ai envie, soit j'en ai besoin. S'il s'avère que j'en ai besoin, deux options s'offrent à moi. Option 1, j'en ai déjà un, mais j'en veux toujours plus. On y reviendra. Option 2, j'ai pas cet objet où je n'en ai plus, je dois alors répondre si j'en ai besoin souvent, comme du PQ, ou juste de temps en temps. Comme la perceuse qu'on utilise en moyenne que 12 minutes dans toute une vie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre autant de fric pour un truc que j'utiliserai que 12 minutes? Si la réponse est non, s'offre alors à moi l'option d'emprunter. Il me reste qu'à déposer un petit mot dans mon immeuble, tente le coup, tu verras ça marche hyper souvent, et dis-moi ce que t'as trouvé dans les commentaires. Mais revenons-en à nos moutons, si je ne peux pas l'emprunter, est-ce que je pourrais pas le louer? Et si je ne peux pas le louer, est-ce que j'ai regardé s'il n'y en aurait pas d'occasion? Dans des ressourceries, des ateliers Emmaüs ou des dizaines de plateformes sur internet comme Back Market. C'est seulement si je ne peux pas le louer, l'emprunter ou l'acheter d'occasion que j'envisage un achat neuf. Et à que pourquoi éviter à ce point d'acheter neuf? Parce qu'en plus du prix, acheter neuf a un coût qui n'apparaît pas sur l'étiquette. Entre quelques minerais extraits à l'autre bout de la planète et les smartphones sur cet étalage, c'est un processus long, coûteux. Extraire les matières premières, les assembler, les transformer, les transporter, l'objet que tu as entre tes mains pèse en fait bien plus lourd et a coûté bien plus cher à la planète que ce que toi t'as déboursé pour l'acheter et ce qu'il consomme actuellement. Fabriquer une tablette par exemple émet autant de CO2 que d'utiliser cette même tablette pendant 77 années. Mais en 77 ans, ma tablette elle sera complètement démodée. Qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de renouveler mon matos? Bah là mon petit père, faut se regarder droit dans le fond du lobe et accepter que c'est pas un besoin, c'est une envie. Mais ça arrive et y a pas de mal à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait si j'ai juste envie d'un nouvel objet? Je me pose cette question clé. Qu'est-ce que ce nouvel objet va me permettre de vivre, d'accomplir? Si ça me permet pas de vivre grand chose, si j'ai envie de l'avoir parce que les autres en ont un, si c'est juste les soldes et qu'on me dit de l'acheter à tout prix, bah peut-être que je peux m'en passer. Si toutefois la réponse est positive, je me laisse encore deux garde-fous. Je me demande si mon envie est supérieure à la pollution qu'a engendré la production de l'objet pour éviter d'acheter de la culpabilité en même temps que le produit. Et même j'enchaîne en me demandant qu'est-ce que ça me permettrait de vivre de ne pas acheter cet objet. Des fois, la satisfaction toute bête d'avoir résisté, de pas trop peser sur l'environnement, de vivre simplement. N'empêche que si mon truc dont j'ai vraiment besoin est cassé ou abîmé, va bien falloir que je fasse quelque chose. Reste à savoir à qui revient la faute. Tu sais, les collants qui filent en seulement 2 fois, tes ampoules qui claquent en seulement quelques mois, ou ton portable qui te lâche juste après la date d'expiration de la garantie, pile pour que tu sois obligé d'en racheter. Ça, c'est l'obsolescence programmée. La France en a fait un délit et l'association Halte à l'obsolescence programmée poursuit en justice les grosses boîtes qui continuent à le faire. Tu peux les soutenir et témoigner pour eux par ici. Mais avant de remplacer mon objet par un truc marketing dernier cri, j'ai encore quelques options devant moi. Il y a moyen de faire jouer ma garantie. Et même de faire payer le coût de l'obsolescence par le fabricant lui-même en prenant des extensions de garantie. Et si c'est mort pour la garantie, reste à me demander s'il y a un moyen de le réparer. Et la plupart du temps, Je te mets ça en pause. Cette télévision que tu vois ici a été récupérée sur le bord du chemin d'un vidange. Elle fonctionnait mal. Mon chum l'a ouvert en arrière et il a regardé, il a trouvé dans le fond une affaire qui était sautée, une petite pièce, parce qu'il a fait un peu une recherche sur Internet, savoir c'est quoi les problèmes, tout ça. Puis il y avait une petite pièce qui était défectueuse, qu'il a commandée. Qu'est-ce qu'on se fait dire quand on veut faire réparer quelque chose? C'est trop vieux, c'est trop cher. Souvent, ça revient moins cher d'en acheter une neuve que de faire réparer. Yeah, right. Ça a coûté 10 $ réparer la télévision. Ça fait maintenant 4 ans. On ne sait pas combien qu'elle avait donné avant, mais ça fait 4 ans qu'on l'utilise. Puis l'autre, il y en a réparé une autre qui a ressauté ensuite. Puis là, après ça, ça valait plus la peine. Mais même si ça n'aurait pas marché, il réparait et dépensait seulement 10 $ pour s'amuser. Il a quand même eu du plaisir, découvrir ça, apprendre là-dessus, faire des studios. Il a eu du plaisir à faire ça. Puis il le réparait quand même assez facilement.
on doit dire. Puis bien honnêtement, admettons que ça coûte 300 $ acheter cette télévision-là, je sais pas, je ne magasine pas ça, puis que ça me coûterait 300 $ de faire réparer, je préférerais donner 300 $ à un humain qui travaille, puis qui va, dans le fond, acheter des pièces, puis lui avoir, comme mettons, une paye de 150-200$ pour ses heures de travail, plutôt que de donner 300 $ à une compagnie qui a fait travailler des gens en Inde, tout ça. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est choisir où je mets mon argent. Récemment, j'ai fait réparer un vélo, ça m'a coûté le prix de mon vélo pratiquement. Parce que j'aime bien mieux donner des sous à un humain qui est réparé plutôt qu'aller fabriquer un autre déchet puis piquer mon vélo au vidange. Parce que c'était possible de le réparer. Je ne dis pas que s'il brise 4-5 autres fois, ça se peut que je n'ai pas le choix de le remplacer s'il magane trop. Mais en attendant, je peux faire des réparations, puis je préfère donner mes sous à une personne qui travaille plutôt que ça. Tu sais, des fois, là, l'argent, où va l'argent, peut être une forme aussi de réduction de déchets. Il y a 170 000 réparateurs partout en France. Et en plus des professionnels, plein d'assos proposent gratuitement des sessions de réparation. Repair Café, Atelier Vélo, Fab Lab, etc. Bon, on est d'accord que je vais pas aller réparer mon tube dentifrice vide ou louer un rouleau de PQ. T'inquiète, je te le rends après. Hein. Dans ce cas, j'essaie de trouver une alternative do it yourself, zéro déchet. Par exemple, utiliser des mouchoirs en tissu ou alors installer une douchette dans les toilettes, voire juste une bouteille d'eau comme le fait Ludo d'Ozon Causé, qui ne se torche plus avec un arbre comme le commun des mortels, mais laisse un courant d'onde pure lui rafraîchir le trou de balle. Avec un plaisir des plus frais et légers. Si je résume, plutôt qu'acheter neuf, on peut emprunter, louer, réparer, acheter d'occasion ou fabriquer soi-même. Mais avec les soldes, j'ai l'impression qu'on essaie de me faire réfléchir comme ça. N'hésite pas une seconde, c'est maintenant ou jamais, c'est tellement pas cher. Il te faut cet enrouleur à spaghetti. Je sais pas trop pour toi, mais moi j'aime pas vraiment être pris pour un pigeon et je réalise que être libre, ça se passe en partie dans ma tête, dans la manière dont je pense et dont je fais mes choix. Sur ce, à la semaine prochaine. Il en fait plein d'autres. Il est vraiment, dans le fond, très plaisant pour ça. Puis je trouvais que c'était très bien vulgarisé son